Bonjour à tous. Cette vidéo est en partenariat avec l'ambassade de Corée du Sud. Ouais, c'est la classe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce petit cadre là. Tada, ce petit cadre atteste que je suis coréateur 2021. Attends, il faut que je fasse un test son. Les coréateurs, donc c'est un mélange de Corée et de créateurs, très original. C'est un groupe de youtubeurs sélectionnés par l'ambassade de la Corée du Sud qui vont faire des vidéos pour la chaîne de l'ambassade pour parler de la Corée tout simplement. Donc là vous êtes en train de regarder la vidéo sur ma chaîne, mais elle est également présente sur la chaîne de l'ambassade, et je vous invite à aller la voir puisque la version de l'ambassade est légèrement différente. Et pour vous inciter à aller sur la chaîne de l'ambassade parce que je suis quelque peu vicieux, j'adore me complimenter. Je me suis dit, je vais faire un petit jeu. Le petit jeu, il est très simple. Je vais dissimuler des petits indices, enfin des petits trucs cachés dans cette version de la vidéo et dans la version de la chaîne de l'ambassade. Version d'ailleurs que je mettrai en description. Et je mettrai un lot à la clé, bien sûr, hein, donc bonne chance. Et donc, pour le sujet de cette vidéo, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait représenter une sorte de synergie entre la France et la Corée? Quelque chose qu'on pourrait, je sais pas, une activité que l'on fait dans les deux pays. Oui, je sais que vous avez déjà vu le titre de la vidéo, mais faites semblant. Ça pourrait être un produit qui est consommé dans les deux pays. Je ne sais pas. Mais oui. Le café. What else? Donc oui, j'ai choisi le café comme sujet de vidéo. Le café en France et le café en Corée du Sud. Donc ça va parler aussi bien des lieux des cafés que de la boisson, le café. Vous avez vu, ça s'appelle pareil. Déjà, en ce qui me concerne, j'adore le café. Comme on l'atteste la première vidéo de ma chaîne sur les Goshiwon, J'ai fait quelques petites upgrades. le café, que ce soit en France ou en Corée, on en trouve partout. Que ce soit du café instantané, du café en capsule, ou du café moulu, etc. Énormément de gens consomment du café. Donc peut-être que vous, derrière la caméra, vous n'aimez pas le café, mais sachez que plus de 90% des adultes en France boivent du café. Ça fait beaucoup quand même. C'est la seconde boisson la plus consommée après l'eau. C'est pas mal quand même. Sachant que l'eau, il y a quand même pas beaucoup plus basique que ça, quoi. En France, la consommation annuelle par habitant est de 3,7 kg. Sachant qu'il y en a qui boivent pas de café. Enfin, pour les chiffres, j'ai croisé des sources, mais c'est pas ultra précis, donc... Mais normalement, c'est bon. Au niveau de la consommation mondiale, la France est aux alentours de la 17e place. La Corée, elle, est un peu plus basse dans la liste, puisqu'elle a une consommation de 2,9 kg par habitant par année. C'est beaucoup aussi. Alors, on est loin de la Finlande avec sa consommation annuelle de 11,4 kg par habitant. Ils le mangent le café ou... L'amour du café est donc une chose qui se partage bien aussi bien en France qu'en Corée du Sud. Parce que même si la Corée a commencé sa consommation de café bien plus tard que la France, elle l'a très vite rattrapé, en fait. Ils boivent beaucoup de café là-bas. Et à l'heure actuelle, il y a plus de 80 000 cafés qui ont été ouverts en Corée du Sud. Ça fait un café pour 10 habitants. Non, je rigole, ça c'est pas vrai. Les Coréens ont même développé un vocabulaire pour parler du café, c'est pour dire. Un peu comme le vocabulaire qu'ils ont développé pour la nourriture épicée, comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur le piment en Corée. Mais donc même si les Coréens sont des gros buveurs de café, le café est arrivé bien plus tard qu'en France. D'ailleurs, il est arrivé quand en France? Ça vous intéresse? Je vais vous le raconter. Oui, j'aime bien mettre des petites parties histoire, donc je... Le café est arrivé pour la première fois en France en 1644, donc ça date, hein. C'est pas un truc nouveau. C'est un marchand marseillais qui l'avait en fait ramené d'un voyage de Constantinople, mais ça n'a pas eu plus d'impact que ça. C'est juste la première fois qu'il est arrivé en France. En 1660, le café a commencé à être importé d'Égypte et on en buvait déjà à Lyon. Donc ça avait remonté un petit peu en France, mais ça n'avait pas encore atteint Paris. Et Paris, donc c'était la cour, c'était le roi, les nobles, etc. Donc c'est là où ça pouvait avoir un impact sur le pays vraiment. Et c'est en 1669 que le café a atteint Paris, via en fait un ambassadeur de l'Empire ottoman qui venait négocier un rapprochement avec la France, hein, et il avait ramené du café pour faire goûter notamment aux nobles et au roi. Et donc apparemment la négociation elle a complètement capoté, hein, ça n'a pas marché, mais au moins ils nous ont ramené du café. Merci l'Empire ottoman. Le roi a adoré le café, et donc il s'est mis à en boire régulièrement, et qui dit roi qui boit du café, dit tous les gens qui boivent du café parce qu'ils copient le roi en fait. Le roi boit du café? Mais moi aussi je bois du café, voyons, c'est tellement bon. D'ailleurs, au passage, quand c'est arrivé à la cour, les gens le buvaient avec du sucre, hein. Donc pour tous les gens là qui disent que boire du café avec du sucre, c'est pas boire du café, oui, je bois mon café avec du sucre. Et du lait. Du coup, le café a commencé à être de plus en plus à la mode, et en 1672, il y a eu la création du premier café en France. Ce café a été créé par un Arménien qui l'a appelé tout simplement café.
parce qu'on aime l'originalité. Ce café a été ouvert près du Louvre et ça a été une véritable réussite. Non, je rigole. Ça a été un flop. Il a vite fermé en fait. Ça arrive, hein. Mais en 1686, il y a un des anciens serveurs du café, un Italien, qui a ouvert son propre café. Sauf qu'il l'a joué différemment. Il a donné à son café un côté très luxueux, avec des tables en marbre, avec des lustres et tout ça. Enfin, franchement, ça sentait le fric. Je sais pas si ça se dit ça. Et il a baptisé son café le Procope. On dirait un truc de police. Et ce café-là a été une véritable réussite. On pouvait y croiser fréquemment des personnalités comme La Fontaine, Racine ou encore Voltaire, et c'est devenu un véritable lieu de rassemblement. Ça a en fait un peu lancé justement la mode des rassemblements dans les cafés. Donc que ce soit pour jouer aux échecs ou parler politique ou peu importe. D'ailleurs, le Procope est même devenu un centre actif de la Révolution française par la suite. Donc, comme quoi ça a eu vraiment un gros impact sur la culture française à cette époque-là. Et bien plus tard, donc vers le 19e siècle, la culture s'est répandue en fait à la campagne et les gens buvaient du café. J'ai fait une grosse accélération sur la fin parce que j'avais pas envie de m'attarder trop sur la France, puisque là je vais parler maintenant de l'histoire en Corée. Que nous on a le café qui est arrivé en France depuis 1644, mais du coup en Corée, c'est arrivé quand? L'histoire du café... Je vais poser ça parce que ça me fait chier. L'histoire du café en Corée commence aux alentours de 1894. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette période-là, c'était la merde en Corée. Il y avait des tensions entre la Chine et le Japon qui planaient un peu au-dessus de la Corée, et il y avait aussi des grosses révolutions en Corée. Le peuple se révoltait parce qu'il n'avait pas à manger et parce qu'il n'était pas content, quoi. C'est un peu le principe du peuple, c'est de ne pas être content. Et donc, à cette époque, l'empereur Gojong, ce monsieur, a été plus ou moins forcé de signer des traités avec le Japon afin de recevoir une aide militaire pour mater les révoltes qui se trouvaient en Corée. C'était vraiment trop la merde pour lui, et donc voilà, il avait besoin d'un coup de main du Japon. Sauf que le Japon, du coup, il en a un peu profité et il a pris beaucoup de pouvoir au sein de la Corée. Ce qui fait que la femme de ce cher empereur Gojong, qui était la reine Min, elle s'est dit... Ça pue, là le Japon il prend un peu trop de pouvoir, je vais essayer de négocier avec la Chine et la Russie qui sont un peu face au Japon, comme ça on va pas être que sous la tutelle du Japon. Mais ça n'a pas trop plu aux Japonais. Si bien que le 8 octobre 1895, il y a eu l'incident de l'Mi, comme ça en coréen. L'ambassadeur du Japon à ce moment-là était... C'était qui? L'ambassadeur du Japon à ce moment-là, c'était Miura Goro. Et lui, c'était vraiment pas un rigolo. Pardon. Il était donc ambassadeur du Japon en Corée du Sud, et lieutenant général de l'armée impériale japonaise. Rien que ça. Autant dire que c'était pas un mec... Fallait pas trop l'emmerder, je pense. Et le 8 octobre 1895, il a orchestré l'assassinat de la reine Min. Elle était dans le Gyeongbokgung Palace. J'ai réussi. Palais qui était protégé bien évidemment par des gardes coréens, mais certains des commandants de ces gardes étaient de mèche avec les Japonais, et donc ils ont tout simplement laissé rentrer les mercenaires qui ont assassiné la reine. Là, c'est la partie un peu tragique de l'histoire. Elle a été assassinée, puis violée et brûlée dans le bois d'à côté. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais on parlait pas de café, nous? Après cet incident, l'empereur Gojong, qui avait clairement peur de se faire défoncer aussi, il est parti se réfugier chez les Russes, dans la légation russe, donc c'est une sorte de petite ambassade, et il a été protégé par un de ses amis, l'ambassadeur russe, qui s'appelait Karl Weber. Donc oui, les Russes sont les gentils dans cette histoire. C'est possible. Il y est resté pendant 1 an et il a gouverné la Corée depuis cette petite ambassade en fait. Pourquoi pas. En même temps, si t'as l'armée impériale japonaise après toi, ouais, tu évites peut-être de sortir. Et donc pendant son séjour dans la petite ambassade de Russie, l'empereur a rencontré Antoinette Sontag. C'était une Allemande, c'était la belle-sœur de l'ambassadeur russe, et cette chère Madame Sontag lui a fait goûter le café. L'empereur Gojong était le premier Coréen à boire du café. Ouais, du coup je me sens un peu coupable parce qu'il y a vraiment un contexte tragique et moi je parle juste du café. Mais bon, Gojong a kiffé le café. Un peu comme le roi français, il s'est dit mais trop bon, j'adore. Et il a même conseillé Antoinette Sontag d'ouvrir son propre café à Séoul. Et c'est ce qu'elle a fait en 1902 dans le quartier de Jongdong à Séoul. Elle a ouvert l'hôtel Sontag. Donc c'était un hôtel, mais on y servait aussi du café. Puis après, les choses se sont très vite accélérées. En 1930, les dabang, qui était le nom coréen pour nommer les cafés, sont devenus de plus en plus populaires. Tout simplement parce qu'ils représentaient la culture occidentale, et donc c'était un peu un symbole de haute société que de côtoyer ces lieux. Ça piquait également la curiosité des Coréens, parce qu'on y mangeait avec une fourchette, et non pas des baguettes, et qu'on buvait du café dans des tasses, et pas du coup les breuvages traditionnels coréens, qui étaient plutôt dans des bols. Ces dabang se multiplient énormément sous l'occupation japonaise, mais à l'époque, les cafés sont très différents de ce
ce qu'on connaît aujourd'hui en fait. Ces dabangs de l'époque, il faut imaginer que c'est un peu plus comme les bars d'aujourd'hui, pour se changer les idées totalement et pour quitter la routine quotidienne. En plus de ça, les serveurs sont généralement des serveuses et c'est des jeunes femmes attrayantes. Enfin bon, c'est très différent d'aujourd'hui quoi. Vers 1950, les cafés étaient donc plus répandus, mais restaient quand même réservés à l'élite. Et c'était également très surveillé, puisque vu que c'était un contexte politique très tendu, et que c'est dans les cafés qu'on parlait généralement politique, eh bien le gouvernement à ce moment-là gardait un œil sur les cafés. De 1950 à 1953, il y a eu la guerre des Corées, ce qui a impacté énormément la consommation du café en Corée. Tout simplement parce que pendant cette période, les Américains ont apporté le café instantané. C'est un café qui est bien plus accessible à la population, puisque bien moins cher. Vers 1960, les cafés sont déjà bien plus ouverts aux gens, à la population, et il y a l'entreprise coréenne nommée Dongsuh Food, désolé pour la prononciation, qui fait un partenariat avec Maxwell House pour produire des cafés instantanés directement en Corée, ce qui du coup répand encore plus le café instantané. En 1970 apparaissent les premiers cafés à thème, qui sont des cafés musicaux. Ces cafés représentent un peu la liberté d'expression, puisque les étudiants et tout ça qui ont accès à ce moment-là peuvent se permettre dans ces lieux-là de s'exprimer et de donner réellement leur opinion. Du coup, c'est aussi un lieu de date, évidemment, et donc ça développe encore plus la culture des cafés. En 1980, la concurrence explose, ce qui fait que tous les cafés vont essayer de se démarquer le plus possible et vont essayer d'être uniques. C'est un truc qu'on retrouve un peu aujourd'hui dans les cafés en Corée, c'est que toutes les ambiances sont très différentes. Et c'est à ce moment-là que les dabangs changent de nom pour café, justement pour se démarquer du côté très traditionnel des anciens cafés coréens. Et les cafés s'orientent un peu plus sur le genre des cafés occidentaux. Ce qui fait qu'il y a encore plus de cafés à thème qui naissent, et également une plus grande variété de boissons qui sont proposées dans ces cafés. En 1990, il y a une forte croissance économique en Corée du Sud, ce qui fait que les gens ont plus d'argent. Ça va avec, hein. Ça leur permet tout simplement de voyager et de découvrir le monde, et donc du coup, le café. Parce qu'on parle toujours de café depuis le début, donc si je vous avais dit, donc du coup, le maïs, ça aurait été bizarre. Les gens en voyageant découvrent les différentes saveurs de café, et donc on passe de ce côté café échappatoire pour échapper à la routine, à un côté plutôt café pour aller savourer la boisson café, ce qui est très différent. Avant, le café avait un goût plutôt générique, après on s'oriente sur différentes saveurs de café. Donc c'est pas du tout la même optique. Et le dernier fait marquant, c'est le 27 juillet 1999, il y a l'ouverture d'un Starbucks, première franchise étrangère qui s'implante en Corée. Ça peut paraître assez banal d'avoir juste un café qui s'ouvre, mais il faut savoir que les cafés étaient donc très différents des cafés qu'on connaît actuellement. Et le Starbucks installe cette nouvelle culture du café occidental avec le libre-service, la boisson à emporter, des vendeurs qui sont plus des jeunes femmes attrayantes. Oh non! Ce premier Starbucks, il est ouvert juste au nord de la station de Ewha Women's University, donc à Sinchon. Tiens, j'ai habité à Sinchon. Et le lieu d'implantation de ce premier Starbucks n'était pas anodin. C'était un spot connu pour la mode à l'époque, donc ça faisait un super coup de pub de voir les gens en fashion se balader avec un café Starbucks à la main. À partir de ce moment-là, les franchises étrangères se multiplient en Corée, et surtout les grosses franchises coréennes commencent à apparaître également. Aujourd'hui du coup, c'est quoi les points communs et les différences entre les cafés français et les cafés coréens? En France, nous on aime bien les terrasses. On a cette culture des terrasses, qui viennent de rouvrir depuis peu d'ailleurs. En Corée, c'est pas trop le cas, et c'est rare que les gens soient dehors. Comme les cafés sont relativement récents en Corée, ils se sont surtout développés après l'arrivée des voitures. Ce qui fait que c'était beaucoup moins logique de se poser dans la rue, là où il y avait la pollution et tout ça. Mais peut-être aussi parce que les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. En été, en Corée, il fait très très chaud et en hiver, il fait très très froid. Du coup, je dirais même que c'est l'inverse, c'est-à-dire que les gens vont généralement se réfugier dans les cafés. Je l'ai fait plus d'une fois, c'est pratique. C'est très pratique. D'ailleurs, les cafés en France ne sont rarement que des cafés. Ce sont généralement aussi des brasseries ou des restaurants. Et j'avoue d'ailleurs que j'y vais plus pour la bière que pour le café. En Corée, ils serviront à la limite des desserts, mais ça restera un lieu dédié au café. Autre chose, il y a beaucoup de cafés en Corée du Sud qui sont ouverts H24. Et c'est très très bien parce que si par exemple on est fatigué, on peut aller piquer un somme dans un café. Ça sent le vécu ou pas ? Le menu des cafés en France est plutôt commun. Expresso, café allongé, café noisette, on trouvera toujours les mêmes boissons. Là où en Corée, chaque café va avoir sa propre carte avec ses propres spécialités. En plus, avec tout ce qui est crème fouettée, sirop, lait et petites décorations qu'il y a sur les cafés, ça donnera des cafés beaucoup plus fantaisistes. Mais vous avez aussi beaucoup de cafés à thème. Donc ça peut être des cafés à thème avec des animaux, comme des cafés avec des chiens ou des cafés avec des chats. Mais vous avez aussi beaucoup d'autres thèmes, notamment des cafés bande dessinée, des cafés manga, des cafés... Il y en a énormément. Vous avez un choix colossal en Corée. Notamment, il y a le Ryan Café, hein. Ne prends pas cet air prétentieux.
Là où en France, on a beaucoup moins cette culture du thème. On aura des ambiances, des fois, des ambiances un peu plus cosy, des ambiances un peu plus modernes, mais on aura moins cette idée de thème dans un café. Il y a cette habitude en Corée qui est d'aller étudier dans les cafés. Il y a énormément d'étudiants qui vont travailler et faire leurs devoirs dans les cafés le soir, ce qui fait qu'en période de partiel, c'est impossible de rentrer dans les cafés, il n'y a plus de place. Ce qu'on fait beaucoup moins en France. Et effectivement, il y a un petit détail qui change un peu la donne, c'est que en Corée, on peut rester très longtemps dans les cafés. Et genre vraiment longtemps. On peut commander un café et rester plusieurs heures. Là où en France, on se fait très vite virer quand même au bout d'un moment. Hein. Déjà, si on finit notre café, il y a forcément un serveur qui va arriver, qui va très vite débarrasser la tasse. Et après, il va repasser, il va dire « Vous voulez quelque chose Non, merci. » Et ben, partez. Ce qui fait qu'en Corée, moi j'avais peur de me faire virer des cafés. Souvent j'y allais pour faire du montage, ou faire du script, ou des devoirs, en gros j'allais pour y passer du temps aussi. J'avais mes petites habitudes, hein, j'avais les endroits auxquels j'allais souvent. Notamment un café près de mon école où il y avait cette petite carte avec des points, qui est toute mimi. Oui, c'est encore toi, oui. Et j'avais toujours ce doute de est-ce que je vais me faire virer par un des employés? Parce que je suis habitué à la France, hein, du coup. Ce qui fait que je laissais toujours un fond de café dans mon café, et juste pour que si un serveur arrive à moi et me dit est-ce que vous avez fini votre café, je lui dirais bah non, regardez. Oui, c'est vraiment une technique de français, ça, quand j'y pense. Mais du coup, non, ça ne m'est jamais arrivé, je me suis jamais fait virer d'un café parce que j'étais resté trop longtemps. Des fois, j'avais pris une boisson, j'étais resté 5 heures, hein. Mais ça fait partie de la culture là-bas. Et en France, comme en Corée, on va dans les cafés pour les rendez-vous. Que ce soit des rendez-vous professionnels, que ce soit des rendez-vous amoureux ou même avec des amis, les cafés, c'est toujours un lieu de rencontre. Et donc, en plus de vous parler de tout ça, je me suis dit, je suis à Paris, il y a plein de trucs, donc il y a certainement des cafés français, c'est évident, mais aussi des cafés coréens. Et donc, c'est parti pour des petites visites dans des cafés coréens. Nous voilà du coup dans le café Plus 82, plus Paris. Du coup, le bingsu, c'est une sorte de glace pilée avec, là on a pris haricots rouges. Alors moi de base, je suis pas pote avec le haricot rouge, hein, puisque j'ai découvert les haricots rouges au Japon. À la base, c'était dans des petits beignets, c'était pour mon déjeuner quand j'étais un peu perdu au Japon, là. Et je pensais que c'était des beignets au chocolat. Ça ressemblait à du chocolat sur le paquet. Je les ai pris et j'ai été tellement déçu que du coup ça m'a marqué et maintenant je n'aime plus le haricot rouge. Alors pour moi c'est pas mauvais, hein, mais c'est pas du chocolat. Le Plus 82, ou Plus Pali comme on devrait le prononcer, est le premier café coréen de Paris. Son nom est en fait vachement astucieux, parce qu'en chiffre sino-coréen, le 8 se dit PAL et le 2 se dit I. Donc 8-2 se prononce Pali, comme Paris. En plus de proposer du café qui provient directement de Corée, il organise des échanges culturels, comme des petits concerts ou des expositions d'artistes coréens. À la sortie de la vidéo, le Plus Paris aura 3 ans depuis peu. Donc, joyeux anniversaire! Là où en France on va plutôt boire du café noir, du café assez serré, en Corée ce sera plutôt des cafés doux. Le café le plus bu en Corée du Sud, c'est l'americano, donc un expresso allongé avec de l'eau. Et en deuxième position, on a le café latte, un expresso allongé avec du lait. Ça montre bien que les Coréens mangent ils mangent pas du café. Ça montre... de ma gueule. Ça montre bien que les Coréens du coup préfèrent des cafés qui sont plus doux en saveur et qui sont plus aromatisés. Si vous venez donc au Plus 82, je vous recommande vraiment le café Séoul. C'est celui que je buvais dans mon goshiol, donc moi je l'aime beaucoup. Et ça tombe bien puisque je vous ai dégoté une petite promotion. Les 20 premières personnes qui auront au Plus Paris et qui diront venir de la part de Asiatips auront droit à un café Séoul gratuit. Les 20 premiers, donc dépêchez-vous. Ça a l'air super bon en tout cas. Ça c'est le latte vanille. Il est très bon. Il a vraiment... j'aime bien, j'aime beaucoup. Et là c'est le choco matcha du coup. Ah tu vois, il est fort en matcha. Limite je pense que je préfère le choco matcha parce qu'il surprend plus en fait. Je vais pas te le boire mais il est très très bon. Ouais bah je vous conseille le choco matcha si vous voulez. Délicieux. Le Binici est ouvert depuis janvier 2019. Le nom Binici est en fait la composition de Bin, le nom du propriétaire, et de Ici, pour le côté fait maison. En effet, tout ce qui est proposé dans ce café est fait maison. Et autant vous dire que ça promet, puisque le propriétaire est un ancien pâtissier coréen avec 5 ans d'expérience. Il a également étudié le chocolat pendant 6 mois en France, ce qui fait qu'on retrouve pas mal le chocolat dans ses compositions. Il propose de nombreux produits, dont des gâteaux de saison, avec un style mixte français-coréen. Ils sont surtout spécialisés dans le matcha, et ils nous ont dit qu'ils géraient particulièrement bien le vanilla latte et le choco matcha. C'est pour ça qu'on les a pris du coup. C'est très bon aussi.
C'est bon parce que c'est bon, mais ça a du goût, mais c'est pas trop sucré. Il n'y a pas le côté lourd des gâteaux qu'on a en général. À mon avis, ça tu peux en manger beaucoup sans t'en lasser, quoi. J'ai l'impression d'être un critique culinaire, tu sais. La texture est bonne, la crème est bien relevée. Non, c'est vachement bon. J'ai envie de manger ça, pareil. C'était du plastique. Non, c'est vachement bon. C'est du chocolat. Et dans ce café, je vous ai aussi dégoté une petite promotion. Les 20 premières personnes à se présenter à ce café en venant de la part de Asiatips, donc c'est toujours moi, se verront offrir une barre de chocolat, avec le choix entre ces différents goûts. Parti. Le design est vachement cool. Il y a une attention particulière sur tous les petits détails. Il y a beaucoup de détails en fait, comme des verres à thème, même les serviettes qui sont... Abonnez-vous. Je peux goûter la tienne? Je trouve... Attends. Je trouve trop bon. On dirait... Attends, ça me rappelle un truc. J'ai une morceau de boisson. Attends. Ça me rappelle vraiment quelque chose. C'est vachement doux. J'aime beaucoup. Le dernier café que je vous présente est le Maheum. Mais pourquoi tenter de vous en parler quand je peux laisser Monsieur Maheum le présenter en personne? 안녕하세요. 저희는 한국식 카페와 한국 의류 그리고 한국 문화 행사를 하고 있는 마음 컨셉 스토어입니다. 저희는 한국을 사랑하시는 프랑스인 분들이 함께 모이고 또 한국을 더 알아갈 수 있는 그런 공간입니다. 저희는 매년 3.1절과 광복절에 한국의 역사를 알리는 그런 역사 행사를 하고 있습니다. 또한 K-팝과 K-드라마 이런 문화에 관한 행사도 함께 하고 있습니다. 또 매 시즌마다 한글로 프랑스 분들에게 힘이 되는 그런 메시지를 전달하면서 한글의 아름다움을 알리는 일을 하고 있습니다. 또한 유튜브와 인스타그램을 통해서 한국어 수업을 하고 있는데요. 이를 통해서 한글을 사랑하시는 프랑스인 분들에게 조금 도움이 되고자 합니다. 앞으로도 마음 컨셉 스토어가 한국을 사랑하시는 분들께 많은 도움이 될 수 있는 그런 공간이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. J'adore les cuillères. C'est fort en goût, c'est vachement fort. Trop bon. Il en faut partout les... Tout est bon. Les mochus sont trop bons, ils sont bien moelleux et tout. Alors après, je sais pas manger, moi je m'en mets partout. C'est un haricot rouge. Alors moi de base, je suis pas pote avec le haricot rouge. C'est bon, c'est bien croustillant et tout, j'aime beaucoup. Je vais te laisser goûter peut-être parce que... Et bien évidemment, je vous ai également dégoté une petite offre dans ce café. Les 10 premières personnes à venir au Maheum de ma part, donc toujours Asiatips, je le rappelle, se verront offrir un thé abricot vert. La boisson qu'on a pris du coup, parce qu'il est vachement bon. Et 10 personnes ça va vite, donc je vous conseille de vous dépêcher. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je remercie énormément l'ambassade de m'avoir sélectionné pour ce programme Coréateur 2021. Ça fait hyper plaisir. Vous voyez que je suis content là. N'hésitez pas à aller faire un tour dans les cafés que j'ai présentés, notamment pour profiter des bons plans. Donnez-moi votre avis sur les cafés coréens et les cafés français dans les commentaires. Dites-moi lesquels vous préférez et pourquoi du coup. Moi j'ai déjà fait mon choix. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes de l'ambassade ou de moi, parce que ça soutient énormément. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Donc si vous allez en Corée, vous allez voir que dans les couples... Oh là là.